C'est John Plassard qui est avec nous à présent et qui nous rejoint en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Reprenons quand même quelques éléments clés de marché. On vient d'en détailler certains avec Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Mais évidemment, la baisse du Nasdaq et la lourde séance encore pour le Nasdaq vendredi marque les esprits, sachant que le Nasdaq est toujours sur une baisse de 20% et plus par rapport à son pic de novembre. Cette situation-là, elle existe dans le marché depuis plusieurs semaines, voire quelques mois maintenant. Et la séance de vendredi, évidemment, nous interroge, nous interpelle. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de douleurs à attendre sur ce compartiment technologique américain, John ? Écoutez, bonjour Grégoire. Juste une chose, on peut faire. Il y a beaucoup de gens qui font la comparaison avec la bulle Internet de 2000. Alors, c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes fondamentaux, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines valeurs et certaines grosses valeurs qui sont en dessous de leur niveau du pré-Covid. Vous vous souvenez, c'était vraiment vous avez plusieurs valeurs technologiques qui avaient bénéficié, notamment du fait qu'on reste chez soi, etc. Donc, on est revenu à des niveaux assez intéressants. Peut-être, pour répondre à votre question, on n'a pas encore vu, il reste quelques pourcents à baisser. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a toujours une sensibilité à la hausse des treasuries, et notamment lorsqu'on regarde le 10 ans américain, qui est tout proche des 3%. Donc on imagine par exemple que la Fed, après la réunion de la Fed de mercredi, si elle devait être plus haut quiche, avec un rendement du 10 ans qui va encore plus haut, on pourra avoir un peu de mal sur le Nasdaq. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours cette tendance des investisseurs de vendre les valeurs qui avaient très bien gagné hier pour prendre les perdantes, celles qui avaient le moins bien performé. Cette tendance est toujours là. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que contrairement à ce qu'on pense, malgré la forte baisse du Nasdaq, on a une valorisation qui est toujours plus élevée concernant si on prend par rapport aux standards historiques. Donc ici, on peut avoir encore une baisse, je dirais, du Nasdaq de quelques pourcents. Je pense que le plus gros du mouvement a été fait parce qu'on parle quand même de sociétés qui connaissent toujours une croissance, qui ont toujours des fondamentaux qui sont bons. Et on a vu que ici, vous en parliez avant, Grégoire, que lors de la publication des résultats d'entreprise, il fallait surtout pas manquer parce que là, la sanction était extrêmement violente. On l'a vu sur Google, on l'a vu sur Amazon, on l'a vu sur Netflix, bien évidemment. Et puis d'un autre côté, Facebook, Meta avait quelque peu rassuré, puis on a vu qu'immédiatement, c'était du plus 10%. Donc ici, il faut regarder la fin de la publication de ces résultats, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Le plus gros du mouvement, comme je viens de le dire, a été fait, mais je pense qu'on n'est pas très loin des bas. On peut encore baisser quelques pourcents, mais comme vous savez, on rachète jamais au plus bas. On peut commencer à accumuler un peu. Pire que la tech américaine, il y a la tech chinoise ces derniers mois et depuis même plusieurs trimestres maintenant, John. Est-ce que les signaux politiques, même d'ailleurs, envoyés par Pékin, sont un peu plus favorables peut-être à un regain d'intérêt pour la tech chinoise de la part des investisseurs globaux ? Clairement, oui, on attendait. On sait très bien que la tech chinoise a baissé, entre autres, parce que le gouvernement chinois avait bridé ce secteur, qu'il avait considéré aller trop loin, trop haut et être un peu trop indépendant, je dirais, du parti politique. Et puis, on a vu vendredi passé que le gouvernement a annoncé un assouplissement de ces mesures de répression à l'encontre du secteur de la tech. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors bon, les marchés chinois sont fermés aujourd'hui, mais on va certainement voir un rebond probant, on l'a déjà eu vendredi, mais un rebond probant des valeurs de la tech. On sait que le gouvernement chinois veut garder une croissance au-delà des 5,5% pour la Chine cette année, donc il va falloir aussi aider ces géants de la tech qui apportent quand même du business et qui sont aussi une image, je dirais, de la performance technologique chinoise. Et puis d'un autre côté, on a eu un deuxième signal très important, c'est qu'on va avoir dans les jours qui viennent un symposium qui est organisé en Chine, notamment sur le secteur de la tech. Et puis on sait qu'il y a Alibaba, Tencent et puis ByteDance qui devrait être là. Et donc, on pense que le gouvernement chinois voit dans ce secteur de la tech peut-être un relais de croissance qu'il avait négligé. Et donc, ça va être
très certainement une belle histoire à regarder, en tout cas de très près, parce qu'il y a évidemment, comme vous l'avez dit, cet aspect politique très important sur ce secteur. Oui, il ne faut pas négliger les signaux politiques, mais ça veut dire, après la phase de grande répression, on met en scène la grande réconciliation. C'est un peu l'idée du storytelling, John. Oui, parce que on se rend compte, le gouvernement chinois se rend compte que tout le monde parlait de la tech chinoise, tout le monde parlait d'Alibaba, Mm. tout le monde parlait du Single Day, vous savez, cette journée où il y a des milliards de dollars qui se négocient en Chine, et que en fait, c'était quelque chose qui était, comme je disais avant, eh bien, une plateforme, une visibilité sur le reste du monde et sur la croissance. Croissance évidemment de la tech, mais croissance aussi économique chinoise. Et en les ayant bridés, eh bien, on se rend compte en fait que les investisseurs sont peut-être moins intéressés par la Chine, sont peut-être moins intéressés par le secteur, et on sait aussi le secteur de l'immobilier a été frappé de plein fouet par les restrictions gouvernementales. Et donc, on se dit que, enfin, le gouvernement chinois se dit qu'il faut absolument mettre de l'eau dans son vin parce que sinon, eh bien, ces 5%, voire les 5,5 qui étaient donnés au début d'année de croissance pour la Chine pourront jamais être atteints cette année. Bon, et puis côté américain, John, semaine importante évidemment avec le meeting de la Fed qui commence demain. La décision est attendue mercredi soir. Après la publication de la contraction du PIB américain sur le premier trimestre, c'était la semaine dernière, moins 1,4% en rythme trimestriel annualisé pour l'économie américaine sur les 3 premiers mois de l'année. Est-ce que malgré cela, la fenêtre de tir est encore favorable pour permettre à la Fed de rattraper son retard le plus vite possible ? Ou est-ce que la fenêtre de tir est déjà plus compliquée ? Écoutez, je pense que cette publication des chiffres de l'emploi, de la croissance ne change rien. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'en grattant un petit peu sur les détails, on voyait qu'il y avait 3 points qui étaient spécifiques qu'on avait potentiellement mis de côté. C'est-à-dire que cette baisse de la croissance américaine était due d'abord par la baisse des stocks. Et on sait qu'il n'y avait pas une reconstitution des stocks parce que les entreprises avaient beaucoup acheté avant les fêtes parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des pénuries. Donc, on verra cette reconstitution des stocks qui sera au deuxième trimestre. Après, on a vu qu'au niveau du commerce, eh bien, les États-Unis avaient plus importé qu'exporté. Donc, on voit que la demande aux États-Unis est toujours forte. Et puis, la dernière chose, c'est que les investissements du gouvernement commence à baisser parce que vous vous souvenez que, évidemment, pour la crise du Covid, le gouvernement avait beaucoup investi. Donc, je veux dire, c'est ces 3 points spécifiques qui expliquent cette baisse et cette surprise, il ne faut pas mettre ça de côté, sur la croissance américaine. Donc, je pense que ça ne change rien. Je pense que la Fed, comme le consensus d'ailleurs, va monter ses taux de 50 points de base. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois depuis l'an 2000 que la Fed va faire ça en une séance. Donc, c'est vraiment très important. Ici, il ne faut pas négliger ce rendez-vous. Et puis, c'est aussi la première fois depuis 16 ans que la Fed va monter ses taux à 2 reprises. Alors, maintenant, ce qui sera important, c'est évidemment le message de la Fed, puisque Jérôme Powell a déjà dit que c'était 50 points de base qui étaient actés ce mercredi. Alors évidemment, si c'est 0,75, si c'est 75 points de base, là, ce sera un choc pour les marchés, bien évidemment. Alors, ces 75 points de base, eh bien, on les attend en juin, en tout cas le consensus. Et là, ça pourrait être quelque chose de très impressionnant à voir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu ça depuis 1994, une hausse de taux de 75 points de base, 75 points de base, et ce serait seulement la deuxième fois de l'histoire qu'on montrait un tel niveau. Donc on voit ici que potentiellement la Fed se sent derrière la courbe, behind the curve, parce qu'elle doit, comme vous l'aviez dit avant, remonter absolument ses taux dans cette fenêtre de tir avant qu'on rentre en récession, potentiellement l'année prochaine. Après, deuxième chose, et c'est la chose peut-être la plus importante, c'est que la Fed va certainement annoncer le début de la baisse de son bilan, 9 000 milliards de dollars, avec un rythme de 95 milliards de dollars, qui serait le rythme le plus rapide. Ouais. Bon, on a peu d'historique, la dernière fois c'était en 2017, mais on voit ici que la Fed, 1, est pressée de remonter ses taux, et 2, est pressée de baisser son bilan. Et c'est ici qu'il va falloir voir, on va regarder les termes exacts utilisés par Jérôme Powell lors de la conférence de presse pour savoir si c'est une tendance qui va en s'accélérant, c'est-à-dire les hausses de taux fortes, ce qui n'était pas l'habitude avant. Avant, c'était petit à petit, mais là, il faut vite remonter les taux
afin de pouvoir les baisser après lorsqu'il y aura une récession l'année prochaine ou au début 2024. Les enjeux sont élevés pour les banques centrales et pour les marchés. Voilà en résumé donc de cette discussion, de cette demi-heure d'émission pour entamer cette semaine et ce nouveau mois boursier. Merci beaucoup John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.